Bonsoir et bienvenue dans cette émission rencontre dédiée à une éducation financière. Bah oui, parce que j'ai invité Myriam qui est une trader institutionnelle. Donc, on va voir ensemble ce qu'est un trader déjà et est-ce qu'il y a plusieurs types de traders, que fait un trader, pour qui il travaille, etc. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Myriam. Myriam, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Merci de me recevoir dans ton émission. C'est vrai que là, on va parler de trading. Le trading, ça s'est démocratisé et on va aussi parler de l'enjeu et surtout des risques que ça peut comporter quand on est mal conseillé, quand on s'aventure dans un secteur qui est à la base privatisé par les élites. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est démocratisé, mais il faut quand même mesurer les risques. Il faut comprendre que ce n'est pas un jeu, c'est un métier risqué. Des personnes, parfois, par exemple, je sais qu'il y a des confrères de Wall Street qui ont fini par se suicider parce qu'il y a une vraie pression. Vous imaginez bien qu'on parle énormément de liquidité. C'est un secteur qui a énormément de liquidité puisque le marché du Forex, qui est le marché des devises, représente plus de 6 000 milliards d'échanges de dollars par jour. Donc, je pense que ça peut... Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce terme, le marché du Forex de la devise, ça veut dire c'est quand on achète ou quand on vend. Alors, imaginons, moi, je suis en euros et que je décide d'aller aux États-Unis, donc j'ai besoin de dollars. Et c'est à ce moment-là, c'est cette action que l'on appelle le marché des devises et le Forex. Absolument, c'est ça. En fait, quand vous allez à l'étranger, vous allez forcément être obligé de changer votre devise avec la devise locale de là où vous êtes. Donc, vous allez dans un bureau de change et c'est là qu'en fait, vous allez comprendre le taux en fait, de change d'une parité de devise. Et entre-temps, derrière, il y a justement des traders institutionnels, des traders professionnels qui, eux, spéculent sur les marchés des devises. Et c'est pour ça qu'il y a une monnaie plus forte qu'une autre. On parle de confrontation de devises entre elles, par exemple l'euro contre le dollar, et il y en a une qui va prendre en puissance, l'autre va perdre en puissance. Donc, c'est un combat entre le vendeur et l'acheteur. Et vous, en tant que trader, quand je dis vous, c'est les traders, votre métier, c'est d'obtenir le meilleur prix? En fait, le but est d'obtenir un prix que l'on souhaite. Et forcément, il va y avoir des acheteurs et des vendeurs. Et par exemple, moi, si j'achète, je voudrais que forcément la monnaie soit beaucoup plus forte. Par exemple, si je me positionne sur l'euro-dollar, j'aimerais que l'euro soit plus fort que le dollar ou le dollar plus fort que l'euro. Et moi, je vais essayer de maintenir le prix avec d'autres traders parce qu'en fait, ça va être tous les traders acheteurs des 4 continents qui vont gagner ou pas. Ou ça va être dans ces cas-là les vendeurs qui vont essayer de baisser l'une des devises, l'affaiblir. Et dans ces cas-là, ils peuvent aussi, eux, gagner. Et c'est là on parle de liquidité, ce qu'on est prêt à mettre pour justement obtenir le prix qu'on souhaite. Est-ce qu'un trader travaille toujours un petit peu comme ce que l'on peut voir dans les films, dans un marché de la bourse, enfin un grand bureau avec tous les gens, des écrans partout, des gens qui crient? Est-ce que c'est ça? Alors, il y a plusieurs traders. Les traders institutionnels qui travaillent pour des fonds d'investissement comme moi travaillent forcément devant plusieurs écrans dans des salles des marchés, on appelle cela. Et mes confrères qui, eux, travaillent à la bourse de Wall Street, eux travaillent dans des plus gros bureaux avec énormément de monde. Et ils ont des téléphones, ils sont en contact avec les brokers. Eux sont, on va dire, un peu plus importants quand même, ont beaucoup plus d'impact que nous, traders institutionnels qui travaillent pour des fonds d'investissement, on est beaucoup plus petits qu'eux. Eux sont vraiment au cœur de l'économie. Ils ont beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont énormément de liquidités pour pouvoir shorter ou acheter une devise. Après, il n'y a pas que les devises. On peut trader, on trade tout. Il y a les matières premières comme le gold ou le pétrole. On peut aussi trader les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui d'actualité. On trade aussi les indices boursiers. Par exemple, moi, pour ma part, je trade le Dow Jones, qui est un indice boursier américain avec le Nasdaq et le S&P 500. Je peux aussi trader le DAX, qui est l'indice boursier allemand. Il y a aussi le CAC 40 pour les Français. Et voilà, il y a énormément de choses à trader. On peut trader aussi le riz, on peut trader Quand aussi… tu dis trader, ça veut dire vendre, acheter. Voilà, c'est Oui. le combat d'acheteurs et vendeurs. C'est ça, absolument.
Et Et quelle en est la fait, différence entre un broker et un trader? et un trader, alors c'est totalement différent puisque le broker, lui, sa fonction est de faire l'intermédiaire des marchés, l'intermédiaire entre les marchés financiers et vous. Par exemple, moi, je Hmm. ne peux pas aujourd'hui m'aventurer sur le marché financier si je ne passe pas par un broker. C'est impossible. Lui, il nous met en relation, en fait, avec les marchés financiers. Et après, il va se rémunérer sur les spreads. Il y a tout ils ont toute une Une fonction. hiérarchie, en Voilà, fait, ouais. exactement. Et il y a des traders qui sont régulés, d'autres non. Mais en règle générale, les traders doivent être régulés par les autorités compétentes, comme l'AMF chez nous en France ou la SEC en Amérique ou encore euh, la FCA à Londres. Alors, on va y revenir sur ce qu'on doit faire, nous, quand je dis le grand public, quand on a envie de placer son argent ou investir, voir comment il faut faire. Juste une question par rapport à ton métier, parce que ton métier, c'est trader institutionnel. Mais il y a les Exactement. Ça veut traders, dire que moi, je travaille pour un fonds d'investissement oui, institutionnel aussi, des traders indépendants. Ça veut dire que moi, je suis trader institutionnel. J'ai le statut, en fait, de pouvoir trader pour des gros portefeuilles, pour des personnes assez importantes qui ont, eux, beaucoup de liquidités. Et ensuite, je peux aussi être trader indépendante. D'ailleurs, je le suis. Je travaille pour mon propre compte. Ça veut dire qu'en fait, je crée un compte chez un broker, je dépose de l'argent et ensuite, je peux trader moi-même. Ça, c'est accessible assez à tout le monde parce qu'il y a des brokers qui ne font pas attention, ne prêtent pas attention si vous êtes trader, si vous avez acquis une formation poussée. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire. Et là, par contre, il y a énormément de dérives. Et je m'inquiète énormément justement sur ces dérives-là, qui sont extrêmement dangereuses, puisque je connais des personnes qui ont cramé leur capital en une fraction de seconde, parce qu'ils font appel à ce qu'on appelle des effets de levier. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut d'ailleurs accepter qu'un trader, enfin qu'un trader indépendant qui n'a aucune expérience sur le marché financier, puisse aujourd'hui avoir accès à certaines fonctions dans un broker, en sachant qu'on connaît les risques, puisque c'est à oui. double tranchant. Ce que tu es en train de dire, ça veut dire que moi, si par exemple du jour au lendemain, j'avais décidé de jouer en bourse, enfin de jouer le trader, je pourrais le faire sans Absolument. aucun Formation, diplôme, sans rien, quoi. exactement. Avec un dépôt illimité. Et comment je sais alors, moi, si fais partie du grand public, comment je sais que j'ai affaire à quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, Quelqu'un qui finalement n'est pas forcément un professionnel et qui n'est pas peut-être le meilleur pour investir mon argent ou placer mon argent, d'accord, une personne qui vous propose un placement, par exemple. d'accord, eh bien, vous allez le voir tout de suite si c'est un arnaqueur, à partir du moment où il vous demande les accès à vos comptes. C'est-à-dire que la personne peut, lui, retirer votre argent sans scrupule. À partir du moment où la personne n'a pas le statut de trader, n'a pas sa propre société, n'a pas de licence, ne peut pas aujourd'hui vous proposer légalement en fait, trader pour vous, de faire travailler votre argent pour vous, d'avoir la gestion. D'accord. Là où c'est autorisé, c'est à partir du moment où il a des accords en fait avec le broker, il crée ce qu'on appelle un compte PAM, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir gérer votre argent, mais cette liquidité-là vous appartient. C'est-à-dire que c'est votre compte. Lui ne peut que trader virtuellement, mais n'a pas accès. Donc, il ne pourra pas retirer votre argent. Par contre, s'il a accès à vos comptes avec vos codes de votre broker, là, c'est inquiétant parce que il s'est avéré qu'à plusieurs fois d'ailleurs, ils ont vidé le compte, clairement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se nomme trader, hein, se donne ce statut-là, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai pu voir des horreurs, des personnes qui proposent en fait de l'affiliation, des personnes qui vous promettent mondes et merveilles, des personnes qui vous proposent d'être millionnaire en créant un compte justement broker, en déposant de l'argent. Et puis là, il s'avère que ça tourne très mal puisque la personne qui est complètement inexpérimentée sur les marchés financiers eh bien, se positionne de lui-même parce qu'il se dit qu'il va pouvoir gagner de l'argent avec la chance. Il n'y a pas de chance en trading, ça n'existe pas. On parle de probabilité, on ne parle pas de prédiction. Donc, il va se positionner, il va
il va avoir ce qu'on appelle une montée d'adrénaline. Et là, il va commencer à trader. Il va acheter sur tout et n'importe quoi, sur des supports, sur des résistances, sur des termes voilà, que nous, on a en tout cas, du vocabulaire financier. Et puis là, il va faire un carnage. Et là, il va plus s'arrêter, ça va créer une addiction. Moi, j'ai enseigné entre Paris et Londres. J'ai vu que mes élèves, même avec une superbe formation, 90% des contrats CFD étaient perdants. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de personnes qui gagnent en trading. Si tout le C'est monde quoi un devenait... contrat CFD? C'est des contrats en fait avec le broker entre l'acheteur et le vendeur. Euh, D'accord. donc c'est très complexe parce que les brokers en fait, eux déjà sont très contents de gagner de l'argent sur le petit peuple en fait qui s'inscrivent chez eux. Ils se rémunèrent super bien d'ailleurs grâce aux pertes. C'est ça aussi, hein, il y a des brokers qui sont contre vous, hein, qui ne travaillent pas à votre avantage. C'est vrai que c'est très compliqué quand on n'a pas été éduqué financièrement et en plus de cela, on n'a pas eu une formation parce que je vous explique, hein, en trading, il faut une formation de l'introduction à la finance jusqu'à les finances comportementales. D'accord. Il y a des personnes qui sont des professionnels qui vous apprennent à gérer vos émotions. C'est extrêmement dur quand on parle d'argent, quand on rentre sur les marchés financiers et qu'on voit qu'on est à contre-tendance et qu'on perd énormément d'argent. Bah, si tu ne gères pas tes émotions, tu ne peux pas être trader. Il y a une discipline émotionnelle à avoir. Et Dieu sait que j'ai vu des personnes qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, on ne peut pas tous être chirurgien. Bah, c'est pareil pour le trading. Si on n'est pas trader, on ne trade pas. Et là, il y a un réel danger des réseaux sociaux qui vous poussent à vous inscrire et à vous y aventurer sur les marchés financiers. Mais eux, en fait, gagnent de l'argent sur l'affiliation, énormément d'argent. Mais la personne qui s'est inscrite, à 90% est perdante. Ça, c'est clair et net. Il n'y a C'est aucune vrai qu'on personne. est très sollicité. Mon mari et moi, on a essayé. Donc, on a essayé de placer de l'argent en bourse. Alors, on avait eu des cours. Enfin, c'était super intéressant. On a perdu 2000 euros dans l'histoire. Mais c'est une belle leçon parce qu'en fait, on s'est aperçu vraiment que c'était un métier et que ce n'était pas le nôtre. Voilà, exactement. Et bon, vous avez perdu une somme de 2000 euros. Moi, j'ai une élève qui a perdu 85 000 euros en l'espace d'une semaine. Juste, Waouh! c'était que le broker lui autorisait ce qu'on appelle un effet de levier. Et du coup, ça a été une descente en enfer pour elle puisqu'elle est rentrée en dépression. Il y a énormément de personnes qui rentrent en dépression parce qu'ils peuvent perdre des grosses sommes. Et cette personne-là avait déjà perdu auparavant une petite somme, mais ça ne l'a pas arrêté parce qu'on rentre dans une vraie addiction. Les personnes pensent que c'est le casino et ils ne s'arrêtent plus. Et là, il y a un réel problème parce que les autorités, par exemple comme l'AMF, ne font pas assez leur travail pour stopper ça avec les brokers. Alors, qu'est-ce que c'est l'AMF? L'AMF, c'est la brigade en fait des finances en France qui doit en fait faire respecter les lois pour les personnes qui sont dans le secteur de la finance. C'est eux qui D'accord. déterminent plus ou moins les règles. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces entreprises qui nous mettent en relation avec des brokers? On ne parle pas là d'investissement, mais plutôt de placement. Alors, à partir du moment où la personne crée une société qui est régulée par les autorités compétentes de son pays, là, on peut commencer à parler de trading. Si la société a fait appel à des traders institutionnels comme moi, à des traders qui sortent soit de grandes banques ou de grandes écoles, qui sont expérimentés dans leur métier, et la société en fait met en intermédiaire les traders avec nous, là, on peut parler d'une certaine liberté financière puisqu'ils vont fructifier l'argent pour vous. Et ça D'accord. existe. Il y a des sociétés qui sont aujourd'hui sérieuses, qui proposent de fructifier votre argent de manière sécurisée en respectant ce qu'on appelle le money management et le ratio, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas miser plus qu'ils vont perdre. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont respecter le ratio. Quand ils vont perdre un petit peu. Ils ne vont pas totalement cramer votre capital. C'est ce Quand ils qu'on vont appelle gagner, ils des vont gagner. placements mesurés, c'est ça? Ou contrôlés, je ne sais pas. Voilà, un money management, c'est en fait on minimise les pertes. Voilà. Parce que dès lors qu'on trade, on accepte aussi de perdre. Ça, c'est c'est rationnel. On ne peut pas aujourd'hui espérer tout le temps gagner en trading. Moi-même, je perds. Hein. Sur un mois, il y a eu des pertes
sur des positions que j'ai prises, ce qui est tout à fait normal, comme Warren Buffett qui, lui, possède des gros fonds d'investissement, qui est milliardaire, lui aussi perd. Maintenant, quand on perd, on n'a pas peur parce qu'on a respecté les règles en trading fondamentales. On respecte notre ratio. On a ce qu'on appelle des stop loss. Oui, si moi je suis quelqu'un qui a envie et qui n'a pas grand-chose sur son compte, mais qui se dit, oh tiens, j'aimerais bien faire appel à un trader. Est-ce que je peux faire appel à un trader pour 500 euros, 100 euros, 1000 euros? Oui, parce qu'il n'y a pas de minimum en fait. Enfin, je veux dire, on peut déposer des petites sommes et espérer qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, avec ce qu'on appelle les intérêts composés, qui est la 7e merveille du monde, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein, je crois même qu'il a dit la 8e, mais moi je dis la 7e, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui peut faire en trading par mois entre 36 et 56%, parce qu'il n'y a pas de pourcentage fixe, mais je peux déjà faire beaucoup plus que 10%. Bah, si je ne retire pas cet argent-là tous les mois, il y a ce qu'on appelle un effet cumulé qui me permet d'augmenter mon capital de manière exponentielle. Et là, ça devient extrêmement intéressant, surtout sur C'est le ce long que terme. font les banques? Alors, les banques spéculent sur les marchés financiers comme nous, sauf qu'ils ne donnent pas ce qu'ils devraient aux déposants. Ils jouent avec Ah, l'argent des déposants, mais ils ne leur donnent rien. d'accord. Alors, Et alors, encore une fois, comment est-ce que je sais que l'entreprise que je vais utiliser, en tout cas que je vais, à qui je vais confier de l'argent, comment je sais qu'ils sont peut-être régulés par l'AMF ou par un autre organisme de contrôle dans leur pays? sur les sites justement de l'AMF, la FCA, la SEC, on peut en fait vérifier que le broker est régulé. On peut vérifier de manière assez simple. On se connecte sur l'AMF, par exemple, si le broker est français, bien sûr. Si le broker est anglais, il faut partir sur le site de la FCA. Vous tapez le broker, le nom de broker, et là va vous apparaître si la société est régulée ou pas. Quel conseil tu donnerais, Myriam, justement, aux gens qui ont envie de placer, mais qui n'ont pas 100 000 euros sur leur compte? Eh bien, de vérifier si déjà donc, le broker est régulé et si la société qui joue l'intermédiaire entre les traders institutionnels et vous sont régulés aussi, et régulés aussi. Si la société est régulée, à partir de là, vous pouvez commencer à investir. D'accord. Mais en aucun cas, moi, avec mes 100 euros ou mes 100 dollars ou mes 100 je ne sais quoi, je pourrais aller voir un broker. Si vous pouvez vous inscrire et déposer 100 euros, par contre, c'est vous qui allez trader. Dans ces cas-là, c'est vous qui allez prendre d'énormes risques parce que vous n'allez pas du tout comprendre comment prendre des positions. Vous allez faire tout et n'importe quoi. Et encore une fois, on va revenir à la même chose, c'est cramer le capital en même pas à quelques heures. C'est très, très facile de perdre très, très vite. Ça veut Quel est dire le qu'il quotidien du trader institutionnel que vous êtes? Bah, alors, on peut trader déjà plusieurs sessions. Sachez qu'un trader peut très bien débuter sa journée sur les sessions européennes qui débutent à 9 heures, à 8 heures. À 9 heures, c'est les banques qui ouvrent. Ensuite, on peut s'aventurer sur les marchés financiers américaines, sur les sessions américaines qui débutent à 15h30. Wall Street ouvre ses portes à 15h30. Et ensuite, on a les sessions asiatiques qui sont la nuit. Et moi, je traite beaucoup la nuit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut trader plusieurs sessions et ça peut être intéressant parce que en règle générale, il y a des indices boursiers qui suivent d'autres indices de l'autre côté du monde. Et c'est vrai qu'on suit extrêmement les annonces micro économiques. C'est-à-dire qu'on va suivre ce qu'on appelle un calendrier en fait économique et tous les jours il y a des annonces économiques en fait. Soit par exemple Christine Lagarde qui est la présidente aujourd'hui de la Banque centrale européenne va parler de l'assouplissement monétaire par exemple, va parler ou la Fed va faire une réunion concernant la politique monétaire et là en fait il faut suivre de près. On a ensuite euh, les publications, par exemple, du taux de chômage en Amérique. Ça peut impacter les marchés financiers. On est systématiquement connecté en fait à toutes les annonces macroéconomiques.
Donc, On a l'éducation aussi financière qui a des écrans, des oui, chaînes. On est connecté l'éducation. systématiquement, en fait, même à la télé, hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est un trader, en fait, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mais absolument tout. C'est-à-dire que même si ça ne concerne pas son pays, il doit absolument connaître ce qui se passe ailleurs. Par exemple, les Américains, surtout en fait la Fed, hein, qui est la Réserve fédérale américaine, elle a un réel impact quand elle annonce une publication qui concerne l'économie de son pays. Et en ce moment, ils vont D'ailleurs, comment, c'est Jérôme justement? Powell. Alors, c'est vrai que le dollar s'est quand même pas mal affaibli. Le dollar, d'ailleurs, qui a perdu 97% de sa valeur depuis que Nixon, en 71, a mis fin aux accords de Bretton Woods. Encore une fois, un trader doit savoir ce qui s'est passé hier et ce qui se passera demain. Et pour cela, il faut déjà qu'ils connaissent parfaitement le passé et L'histoire, quoi. l'histoire de chaque pays. Il doit comprendre ce que Nixon a mis fin à l'adossement du dollar alors. Ça, c'est une information hyper importante puisque justement, le dollar s'est affaibli et va continuer à s'affaiblir. Il faut comprendre pourquoi il y a eu la chute des subprimes, parce que justement, il y a eu un problème avec les prêts hypothécaires à taux variable qui a créé une bulle spéculative immobilière qui a fini par éclater. Il faut comprendre que le dollar, on est lié à eux. Alors, il y a eu un problème en Amérique, et ben, ça a impacté à l'échelle mondiale, cette histoire-là, de la chute des Ça veut dire subprimes. que l'euro baisse aussi quand le dollar baisse? Quand il y a un problème en fait dans l'économie américaine, ça impacte en fait tout le monde. Ça impacte l'Europe et ça impacte d'autres continents. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on paye en pétrodollars. Et le fait est qu'on paye en pétrodollars, on est lié à eux. Malgré que nous, par exemple, moi, en tant que Française, je paye en euros, bah, je suis liée pour le moment en dollars. Donc, les impacts qu'il y a en Amérique quand il y a un problème sur cette parité de devises, là, par exemple sur l'euro-dollar, malheureusement, on paye les frais. Donc, quand on dit on, alors là encore, hein, moi, je te pose des questions qui ont l'air peut-être bêtes, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur lambda? Bah, que son pouvoir d'achat va continuellement diminuer. Le problème, c'est que depuis la chute des subprimes, la planche à billets fonctionne à plein régime et ça crée de l'inflation. Et quand on crée de l'inflation, il y a un impact sur le pouvoir d'achat. On comprend bien que 100 euros dans les années 2000 ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Avec 100 euros, je pouvais remplir mon caddie dans les années 2000. Aujourd'hui, je remplis absolument pas mon caddie. On voit bien qu'il y a eu un réel impact sur le pouvoir d'achat. Les gens ne comprennent pas que c'est pas le tabac, les paquets de cigarettes en fait qui augmentent ou c'est la farine qui augmente. C'est euh, l'argent qui perd de sa valeur. Elle est dépréciée, elle est dévalorisée. Elle souffre de dévaluation. C'est des termes assez agressifs, mais il faut s'en rendre compte. Il faut accepter qu'aujourd'hui, notre argent souffre de dévaluation, ce qui aujourd'hui fait que quand on achète une baguette, on comprend que ça devient enfin, que la baguette augmente, enfin, le prix augmente. Pourquoi? Parce que quand on crée de l'argent à la banque centrale, on perd de sa valeur. L'argent perd de sa valeur. C'est-à-dire, plus il y a d'argent en circulation et moins il a de la valeur. En fait, il y a deux problèmes aujourd'hui sur le système monétaire. Le système monétaire n'est pas géré par des instances étatiques, gouvernées par des gens sérieux. Le problème, c'est que l'argent appartient aux banques centrales, elle est privatisée. Elle n'appartient pas à la personne qui détient cet argent-là. Donc, en l'occurrence, vous ou moi. Dès lors que vous déposez votre argent en banque, elle est privatisée par les banques centrales. C'est bien pour ça qu'on vous met des plafonds, que vous devez justifier systématiquement de vos entrées et sorties, ce qui n'est pas normal parce que c'est censé être votre argent. On crée de l'argent qui n'existe pas. On crée de l'argent à partir d'une personne qui s'endette, c'est-à-dire qui contracte un crédit. La banque, elle, vous donne cet argent-là par un simple jeu d'écriture comptable. Ça s'appelle de la monnaie scripturale. Donc, on l'inscrit sur vos comptes par un simple jeu d'écriture comptable et vous avez cet argent-là. Cet argent-là, vous allez la dépenser pour soit acheter un appartement ou soit acheter votre baguette ou vous allez participer à l'économie et c'est comme ça que la monnaie fiduciaire circule. Mais cet argent-là, elle est vraiment créée par une personne qui s'endette parce qu'elle va devoir payer en plus des intérêts.
Ça s'appelle l'argent-dette. Il y a un autre problème aussi qu'il faut comprendre, c'est que depuis la loi Giscard-Pompidou, Rothschild de 73, on interdit à l'État français d'emprunter à sa banque centrale, mais elle doit emprunter à sa banque commerciale. À l'époque, la France empruntait à sa banque centrale pour investir dans des infrastructures durables, des énergies renouvelables, ou en tout cas faire participer l'économie, enfin, participer à l'économie de son pays. Là, en l'occurrence, elle emprunte à sa banque centrale, à sa banque commerciale, pardon, avec des intérêts. Des intérêts qui coûtent des millions et voire des milliards par an, de l'argent qui n'était pas censé être créé, puisque ça, en fait, on parle juste de l'intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'elle emprunte de l'argent avec des intérêts, et en plus, elle doit rembourser derrière la dette. Donc, elle doit rembourser l'intérêt et la dette. Et cette dette-là, on appelle ça la dette publique. La dette publique doit être remboursée par monsieur et madame tout le monde, ce qui est injuste. Parce que cette dette-là, elle a été créée peut-être aussi pour des élections, où, ça a été où il y a eu des financements qui ne concernent pas. Et cette dette-là est irremboursable. Ah, pourquoi? Parce qu'elle est en train d'enfler de manière considérable. On ne peut pas. On parle de milliards d'euros, en fait, de dette. C'est impossible, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Nous vivons... une histoire de mathématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les gens qui participent à l'économie, qui vont à leur banque, qui déposent leur argent, qui font un prêt, etc., tous les gens, les uns avec les autres, ne suffiraient pas pour payer ces fameux intérêts. Impossible. Scientifiquement parlant et mathématiquement parlant, c'est impossible. Donc, on va continuellement en fait, faire gonfler la dette publique. Et on va devoir demander aux Français encore de se sacrifier. On va peut-être d'ailleurs commencer à prendre dans leurs épargnes, sur leurs économies. Ah, c'est possible, ça? C'est totalement possible. Ce qui est possible, en fait, c'est qu'il y a une loi européenne qui autorise les banques de ponctionner les comptes des déposants au cas où s'il y a une chute de l'euro. Et ça s'est passé là, à Chypre. En ce moment où on vit dans un moment de crise, sachant ce qui se passe avec le dollar aux États-Unis et que ça a un impact avec l'euro, ça veut dire que cette période pourrait très bien faire que les épargnants dans les banques pourraient perdre de l'argent. Absolument. Absolument. En fait, là, on parle de l'affaiblissement du dollar, mais le dollar va finir par réellement s'effondrer. Là, quand on voit aujourd'hui que la crypto-monnaie a pris une énorme valeur, on parle d'il y a 10 ans en arrière, voire un peu plus, après 2008, la technologie de la blockchain et la crypto-monnaie a vu le jour. Elle est passée de 0, à peu près 10 centimes de dollars à 58 000 $ aujourd'hui. Donc, en fait, une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle a beaucoup plus de valeur et de crédibilité qu'une parité de devises. Alors, ça peut énormément choquer l'humanité, mais un bitcoin coûte plus de 40 000 €. Oui, j'ai vu même qu'il est monté il y a quelques jours jusqu'à 50 000. 1 euro est égal à 1 $ et des poussières. Les élites, en tout cas Elon Musk, est en train de réaliser, ou a fait semblant en fait, de réaliser qu'il n'y a plus de valeur intrinsèque. Que le bitcoin ou les cryptoactifs ont beaucoup plus de valeur qu'une parité de devises. C'est pour ça qu'il mais contrairement à la monnaie fiduciaire, donc à l'euro ou au dollar, pour ne citer que, au niveau pluriel virtuel, il y a moins de crypto-monnaies que d'argent physique. C'est ça? En fait, ça dépend de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que, par exemple, le Bitcoin, elle a pu créer que 21 millions de... Ah, je ne t'entends plus, Myriam. Alors, il faut bien comprendre. C'est-à-dire, tu disais que l'argent, finalement, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ça fait baisser sa valeur. Et je disais, contrairement peut-être aux crypto-monnaies. Et tu disais, ben non, ça dépend quelle en fait, crypto-monnaie.
la crypto-monnaie, depuis sa création, elle a une grande capitalisation. Et l'intérêt, en fait, d'avoir créé les cryptos, c'est qu'elle ne subit pas d'inflation. Pourquoi? Parce qu'on a prédéterminé ce qu'on appelle des tokens, des pièces fixes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une crypto en plus, un token en plus ou un token en moins. On a créé, par exemple, pour le Bitcoin, 21 millions de pièces. On ne peut pas en créer une. De plus, c'est impossible. Et une de moins, pareil. Pourquoi? Par rapport à la monnaie normale? Bah, la monnaie mondiale, la monnaie en fait fiduciaire, on la crée systématiquement puisqu'on fait encore tourner la planche à billets à plein régime. On crée systématiquement des dettes. Quand on octroie de l'argent à une personne, on crée encore une dette. Ça, c'est l'argent dette. Et après, il y a la dette. D'accord. C'est pour ça que la planche à billets est toujours en train de tourner. Exactement, parce qu'on crée de la dette. Je ne peux pas faire un prêt en Bitcoin, par exemple? Non, par contre, là, il faut acheter sur les plateformes de change. D'accord. C'est pour ça que sa valeur est plus intéressante. Exactement, exactement. Donc, il Et, faudrait, et elle a une sécurité surtout. Elle a une si je suis sécurité. épargnant, il vaudrait mieux pour moi acheter du Bitcoin plutôt que de placer sur un compte épargne. Bah, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un peu complexe aujourd'hui de vous dire qu'il faut investir dans le Bitcoin parce que le Bitcoin coûte aujourd'hui quand même plus de 40 000 euros. C'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant de l'acheter quand il était plus bas. Moi, personnellement, ça fait depuis 4 ans que j'incite en fait monsieur, madame, tout le monde d'investir dans les crypto-monnaies. Mais il y a d'autres crypto-monnaies qui vont aussi prendre une réelle valeur, hein. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, il faut poser les questions aux professionnels. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui coûtent à l'heure actuelle des centimes de dollars et qui vont exploser tôt ou tard. Donc, il y a encore des opportunités. Le Et à Bitcoin, qui c'est je pose cette question, justement? Parce que là, on parle vraiment de gens qui n'y connaissent rien et qui veulent s'y intéresser. À qui faut-il poser la question? à des personnes compétentes, à des personnes spécialisées dans les crypto-actifs. On peut me poser la question à moi ou à des confrères qui, avec plaisir, répondront à cette demande-là. Il y a aussi Trader des sociétés institutionnel, que je donc. connais. Voilà, je connais aussi une société en particulier avec qui je collabore qui, elles, respectent leurs engagements, c'est-à-dire de pouvoir travailler pour monsieur et madame tout le monde, peu importe leur investissement. Ils ne font pas de privilégiés. Et ça, j'apprécie énormément parce que moi, je suis déjà habituée à travailler pour des gros portefeuilles. Et c'est vrai que pouvoir travailler pour une société avec qui je collabore, qui traite pour monsieur et madame tout le monde, bah, ça me ressemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que mon voisin, lui, qui est en train de vivre une crise sanitaire comme moi et une crise sanitaire, financière, pardon. Moi, je vis la crise sanitaire, mais je ne vis pas la crise financière comme pour la plupart des personnes qui m'entourent. Pourquoi? Bien parce que je suis dans la finance. Donc, je suis protégée d'une récession parce que nous, on peut voir déjà dans nos graphiques qui nous parlent depuis un moment, on peut voir les signes avant-coureurs d'une récession. Les autres, non. Les personnes qui ne sont pas dans la finance, eux, sont un peu mis totalement à l'écart de l'économie, à l'écart de ce qui se passe réellement dans le trading, ce qui leur permet pas en fait de se positionner, de prendre de l'argent lors d'une récession. Parce que quand il y a une crise financière, quand il y a un crash boursier, c'est là où les personnes dans la finance prennent énormément d'argent. Hmm. Est-ce que c'est... Alors, oui. Donc, tu disais, Myriam, qu'on peut se renseigner, parfaire notre éducation financière et ne pas, finalement, il ne faut pas attendre qu'une crise arrive, il faut mieux que je me renseigne aujourd'hui. Exactement, surtout que les crashs boursiers arrivent presque tous les 10 ans. L'histoire se répète toujours en bourse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il est préférable de s'entourer de professionnels qui peuvent vous conseiller, par exemple, une société qui, lui, fait appel à des intermédiaires, à mes confrères, qui sont des traders institutionnels, qui sont euh, expérimentés sur les marchés financiers et qui peuvent travailler pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler de 100 dollars à 1 million de dollars. Et moi, j'ai une Merveilleux. société que je peux réellement recommander avec, en toute confiance pour aujourd'hui augmenter le pouvoir d'achat des Français ou des personnes qui sont même à l'étranger. Essayer d'augmenter le... Voilà. Et surtout,
on ne peut plus aujourd'hui rester dans sa zone de confort et de travailler uniquement avec un revenu. Il faut absolument diversifier son portefeuille. Autrement dit, vous êtes mort. Je vous assure que là, la crise financière va s'intensifier. Il va y avoir un crash boursier encore qui va être sans précédent. Déjà que la première, elle a été dure, mais la deuxième va être encore plus dure. Et puis, dans 10 ans, on reviendra sur une autre récession et ça continuera comme ça. Donc, la valeur la plus sûre aujourd'hui, ce serait la crypto-monnaie ou il y a autre chose? Qu'on appelle aujourd'hui l'or digital. Il y a aussi l'or. L'or, ça reste une valeur refuge parce qu'on ne peut pas la miner indéfiniment. Hein. C'est rare, ça devient rare. Et on a aussi des investissements avec des professionnels, des traders qui fructifient votre argent tous les jours, du lundi au vendredi, puisque les marchés financiers sont fermés le week-end. Or, les crypto-monnaies qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Il y a des alternatives aujourd'hui, il y a des réelles opportunités. Il faut juste s'ouvrir un peu et comprendre qu'il y a des sociétés qui aujourd'hui sont régulées, qui aujourd'hui peuvent faire fructifier votre argent avec des professionnels. Ça existe. Il faut simplement en fait, poser les bonnes questions. Et ne pas hésiter justement à les poser parce que parfois on n'ose pas et c'est pour ça que j'apprécie vraiment Myriam que tu aies accepté ce rendez-vous parce que effectivement je me disais moi j'y connais rien, j'ai envie d'apprendre et finalement il y a beaucoup de gens qui sont dans le même exemple que moi, le même cas et donc savoir que des petites choses. Alors évidemment, on ne va pas se transformer en trader, on ne va pas devenir boursier demain, mais juste savoir ce qui se passe et savoir qu'on peut s'ouvrir à d'autres solutions. Ça, c'est vraiment important. C'est important, surtout qu'aujourd'hui, on a bien compris que un restaurateur peut fermer ses portes pendant des mois et des mois, mais une personne qui travaille dans la finance, on ne connaît pas de crise parce qu'on travaille tous les jours. Et plus il y a de crises, et plus on prend notre pied, comme on dit. Il y a énormément de liquidités quand il y a une crise financière et c'est les élites qui en profitent. Et c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont vu le jour et qui, eux aussi, veulent que monsieur, madame, tout le monde prenne la part du marché parce qu'il y a quand même plus de 6 000 milliards d'échanges par jour. Il y a de la liquidité pour tout le monde. Il faut simplement se renseigner et s'entourer de professionnels. Mais aujourd'hui, rester dans sa zone de confort et se dire que les choses vont passer, c'est archi faux. Oui, c'est jouer un peu à l'autruche, quoi. Exactement, au contraire. Comme je vous l'ai dit, ça va s'intensifier et on va rentrer dans une spirale infernale. Il y a énormément d'entreprises qui vont faire un dépôt de bilan. Il y a des personnes déjà commencé. Exactement. L'État ne peut pas subvenir à tout le monde. Et c'est vrai que c'est à vous aujourd'hui d'ouvrir votre mindset et de penser différemment. Je sais que vous n'avez pas été éduqués tous financièrement par vos parents ou encore moins à l'école, parce qu'on vous apprend qu'il faut faire des études, mettre de côté et travailler pour un patron. Or que ce n'est pas la vraie vie d'aujourd'hui, puisque je rencontre aujourd'hui des ingénieurs qui sont caissiers. Les études ne déterminent pas aujourd'hui le statut social, puisqu'on peut voir qu'il y a énormément de personnes qui sont surdiplômées, qui n'ont pas de travail. Je pense que le plus intéressant quand on est jeune, c'est de s'intéresser aux opportunités qui s'offrent à vous. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fait des études supérieures, qui sont presque à la tête d'une multinationale. Il faut faire confiance en fait à vos idées, il faut faire confiance à vos envies et il ne faut pas en fait vous mettre des barrières parce que tout est possible. Moi, il y a des années en arrière, je n'étais pas du tout dans le monde de la finance. J'étais dans plusieurs secteurs. J'ai travaillé en officine. Je voulais être technicienne de laboratoire. Puis ensuite, j'ai géré une grosse entreprise qui était dans le domaine du marketing. Et puis aujourd'hui, je suis dans le monde de la finance. Pourquoi? Parce que j'ai voulu chercher l'information. Et au final, je suis devenue trader institutionnel. Pourtant, il y a quelques années de cela, je n'étais pas trader. Mais j'ai énormément travaillé puisque j'ai fait ma formation avec un grand mentor à Londres qui m'a tout appris. Et aujourd'hui, mes salaires ne sont plus les mêmes. Ils ne seront jamais plus les mêmes que fut un temps. D'ailleurs, une dernière question à propos du métier de trader. Est-ce qu'il y a des écoles de traders? Est-ce qu'il y a des diplômes particuliers de traders? Il y a des écoles de trading.
Il y a des écoles de trading sur Paris ou même à Londres ou ailleurs. Il y a aussi des formations qui sont subventionnées par Pôle emploi. Pour les personnes qui n'ont pas énormément d'argent, et ben, Pôle emploi prend en charge. J'ai un ami à moi qui possède justement euh, une boîte en fait, de trading auquel il forme en fait, les personnes sur Paris et propose en fait, des formations poussées. Et ce qui est bien, c'est que c'est des formations directement dans des salles des marchés. Donc, c'est Il extrêmement… faudra me le présenter pour qu'on puisse faire un sujet là-dessus. Mille fois merci encore Myriam, et peut-être pas pour la dernière, hein, là c'était une première, mais j'aimerais, pourquoi pas, qu'on puisse faire des émissions comme ça. Moi je fais des émissions beaucoup sur le développement personnel, aussi sur tout ce qui a trait aux transitions écologiques, économiques, sociales et solidaires, et pourquoi pas les ouvrir à une éducation financière ouverte à tout le monde. Hein. Là, on ne s'adresse pas à des professionnels, c'est juste monsieur et madame tout le monde qui auraient besoin d'infos. Et à ce moment-là, moi, je pourrais inviter un professionnel. Donc, merci Myriam d'être venue ce soir. Et puis peut-être cet ami qui offre des formations. Ce Oui, sera avec grand qui est plaisir assez en tout connu cas. d'ailleurs, hein, qui est assez connu puisqu'il passe souvent à la télé et je me ferai un plaisir de vous le présenter et puis pourquoi pas un jour vous inviter directement aux salles des marchés. Ouh, avec grand plaisir. Ça me fait déjà un petit peu peur, mais en tout cas, oui, grand merci encore. Merci À beaucoup. À bientôt. bientôt. Au revoir.